Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie, Ivan, François. Aspasia. Bonjour. Bonjour. Oh, je sens qu'il y a une comment dire, une Aspasia, tu viens du même pays que moi. C'est vrai? Oui. Oh, J'avais une grand-mère qui s'appelait Aspasie. ravi. Voilà, enchantée. Encore plus ravi alors. Bonjour Elodie et bonjour François. François, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le Covid. Je me pousse. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Comme d'habitude, pour tous ceux qui arrivent, vous pouvez noter peut-être dans le chat très rapidement qui vous êtes. Prénom, nom, et puis ce que vous faites ou ce qui vous a amené à venir sur ce webinaire. Hop. Pas besoin de grandes phrases. Elodie. Merci Elodie. Comme d'habitude, on va attendre quelques minutes que les uns et les autres arrivent avant de commencer. Je m'excuse par avance parce que je veux assister à une partie. Je dois vous quitter à 14h. Malheureusement, je n'ai pas pu bouger ma réunion. Pas de souci. Aucun problème. Ce n'est que le démarrage de quelque chose de beaucoup plus. On verra. Hop. Merci pour les contributions dans le chat. Ça continue d'arriver. Pas que, François. Le sujet te passionne malgré tout. Hein. Sois honnête. Bien sûr, ça serait trop long à expliquer dans un chat. Voilà, c'est ça. Allez, ça marche pas. En plus, si on est en bonne compagnie, alors c'est encore mieux. On se dit que dans 1 à 2 minutes, on commence et puis les gens arriveront en cours. Ben oui. Hein. Parce que bon, pour 1 heure, ça va. Il y a une petite intro de toute façon sur nous. Peut-être que je ne sais pas si tous les gens qui sont autour de cet écran aujourd'hui nous connaissent très 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 bien. Parce qu'il faut vraiment qu'on parle de collectif. On peut, hein, bien sûr, mais En 1 minute peut-être. Vraiment 1 minute. Une toute petite intro. Vas-y, Allez, Nicolas, vas-y, tu veux? Nicolas. Voilà, t'as vu, regarde. Les deux meufs, elles passent le. Ok. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous en cette période de déjeuner pour discuter du vaste sujet du monde d'après. Alors, on se présente très rapidement. Enfin, je me présente donc Nicolas. Donc, on est le collectif créatif des territoires. En gros, le collectif créatif des territoires, c'est un groupement de professionnels. On est ou des indépendants ou certains ont leur propre structure, qui ont tous le point commun de vouloir remettre l'intelligence collective, le design et l'humain au cœur des projets de territoire. Donc, on est tous issus en fait de métiers différents, urbanistes, paysagistes, designers, on a des sociologues, on a des consultants en transformation, et voilà. Et on se retrouve autour de ce sujet-là. Et ce qu'on essaye de faire dans notre quotidien, c'est d'accompagner en fait les territoires qui ont envie de se saisir collectivement de défis locaux et d'impulser de l'intelligence collective pour permettre de créer davantage de coopération. Donc, on fait des missions sur le terrain, mais à côté de ça, il y a aussi tout un volet transmission. Et ce qu'on aime, c'est créer des formats un petit peu comme celui qu'on a cet après-midi,
pour échanger justement avec des professionnels du territoire sur différents sujets et différents enjeux. Donc, c'est un peu le but de ces webinaires. Parfois, on fait des webinaires retour d'expérience sur des choses qu'on a mis en place sur le terrain avec des mandataires. Parfois, on fait des webinaires plus méthodologiques. On a fait un webinaire sur le design ou sur les métiers de la participation citoyenne. Et celui d'aujourd'hui, c'est un peu un nouveau format. Je vais aller beaucoup plus loin sur plus un webinaire participatif de débat où on attend justement la participation de toutes les personnes autour de la table. On aimerait ça un jour faire autour de la table, mais autour de la visio, sur le fameux monde d'après. Mais je vais laisser peut-être Annabelle et Léna se présenter et ensuite on initiera cet échange ensemble jusqu'à 14h30. Donc, je suis Annabelle Puget. On a cofondé donc, avec Nicolas et Léna le collectif. Et donc, moi, je suis architecte et designer de formation. Et depuis 7 ans, je fais du design thinking et dans tous les secteurs d'activité. Et depuis 3 ans, exclusivement sur les sujets en lien avec le territoire. Et je passe la balle à Léna. Et donc, moi, je suis Léna Bouzenberg. Je suis programmiste urbain, sociodémographe, paysagiste des PLG. Et depuis pratiquement ma naissance, grâce à un papa qui a fait l'école polytechnique d'Athènes, je fais un petit coup dans le bain de l'urbanisme, de l'architecture et de tout ça. Voilà, c'est comme Obélix. Ça plongé dedans, bien. La maman était sociodémographe, le papa architecte urbaniste, la fille, elle est sociodémographo, urbanisto, ce que vous voulez. Et quand j'ai rencontré Annabelle, puis Nicolas, il y a eu une espèce d'évidence dans mon histoire professionnelle, après avoir fait plein de choses, de l'envie vraiment de me consacrer à cette question de l'intelligence collective de façon beaucoup plus ciblée que ce que j'avais pu faire jusqu'à présent, puisque l'intelligence collective, elle est présente dans tout ce qu'on fait en urbanisme, mais là, vraiment, il fallait que je rajoute une couche, d'où l'idée qui a émergé entre nous de vraiment faire ce collectif pour aller encore plus à fond vers cette chose, avec l'aide du design que j'ai découvert grâce à Annabelle, qui est vraiment un outil extrêmement intéressant. Du coup, Léna, on te laisse partager le document, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Alors, attends, écran partagé. Le voilà. Partager, et je dois le mettre en plein écran, je crois. Attends, faut que je me mette le bidule là, que je mette en plein écran. Vive la technique. Comment on fait pour mettre en plein écran? Affichage, mode plein écran. Ça marche comme ça? Est-ce que ça marche comme ça pour vous? Je suis en train de partager mon écran. Est-ce que vous y voyez quelque chose, s'il vous plaît? Oui, merci. Donc, le monde d'après, qu'est-ce que c'est? C'est un petit travail qui nous a quand même pris à nous trois, pas loin entre 20 et 30 jours, on n'a pas tout compté. Pas nous trois d'ailleurs, on est 4 à avoir 5, que dis-je, Nathan, Nicolas, Annabelle, Léna et c'est qui Maëlys. Et Maëlys, voilà, qui ont travaillé sur ce document. L'idée, c'était quoi? L'année dernière, quand on est sorti du premier confinement, et pendant qu'on était dans le premier confinement, et je suis désolée, j'ai des travaux dans ma toiture, voilà, je ne sais pas si je vais... on s'est rendu compte qu'il y avait plein de plateformes de collègues participatives, de collègues qui font de la participation territoriale, qui ont créé des consultations, beaucoup peut-être influencé parce que Bruno Latour a impulsé, ou quand il a pris la parole, pour parler de ce monde d'après et de qu'est-ce qu'allaient être les mutations diverses et variées qu'allait rencontrer la société auquel il fallait s'adapter, quels étaient les gestes qu'on allait devoir faire pour s'adapter, mais aussi peut-être pour profiter de cette opportunité, vraiment, pour changer un certain nombre de choses à la façon dont on fonctionnait ou dont fonctionne, disons, l'économie et la société en général. Voilà. Et donc, lui imaginait les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise. Autrement dit, une autre forme de société, d'économie, etc. Et donc, nous, on est allé regarder tout ce que ces plateformes faisaient. Alors, il y avait Politiqueur, Sifocratie, Nos Nouvelles Vies, Le Jour d'après et Make.org, qui avaient lancé des consultations.
Et du coup, on s'est dit, et si on récupérait la matière qui est publique de toutes ces consultations et qu'on essayait d'en tirer quelques conclusions pour voir finalement ce que les gens qui ont pris le courage et eu l'intérêt de contribuer à cette réflexion, qu'est-ce qu'ils ont bien pu mettre dedans, avec évidemment une petite idée derrière la tête, qui était que ça allait sans doute focaliser des contributions positives, intéressantes, exactement comme notre façon de travailler à nous, au collectif, c'est-à-dire on cherche toujours non pas à s'enfoncer et à se morfondre dans ce qui ne va pas, mais toujours à essayer de trouver le qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. Hein, ça, c'est vraiment, j'allais dire, un truc voilà, bien imprimé dans nos cerveaux. Et donc, à travers ça, on se disait, ben voilà, on va peut-être trouver ce qui pourrait motiver les uns et les autres pour aller vers le mieux. Donc, on récapitule, on a eu 3000 à peu près propositions récoltées qui s'organisaient sur 49 thématiques, etc. Voilà. Donc, vous imaginez quand même un truc assez indigeste à traiter, mais… Léna, on t'a perdu ton micro. C'est pas vous. Pardon, c'est moi, j'essayais d'accepter quelqu'un dans la salle, excusez-moi. Petite blague. Petite blague. Voilà, donc on a essayé alors on a remodelé tout ça. Là, il y a une petite erreur. Finalement, on a remodelé et on est arrivé à 15 thématiques. 15 thématiques à partir de ces 5 plateformes et de ces 49 façons de ranger les choses. Léna, juste une question. Est-ce qu'on est censé voir les diapos défiler? Parce que nous, on est resté dans la première. Et oui, je suis en train de… je les fait défiler, effectivement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Quand moi, je les fais défiler, normalement, vous les voyez défiler aussi. Vous n'avez pas vu aucun défilement? Enfin, pas moi, mais peut-être que les non autres. Plus. Ah, non, nous non plus. Comment je fais? J'arrête de partager et je repartage à la nouvelle slide où j'en suis? Oui. Alors, attends. Et du coup, je retourne directement sur le machin. Voilà, et je vais faire ça. Et je vais retourner sur le bidule. Et je vais repartager. Et je vais partager celui-là, du coup. Toc. Est-ce que vous voyez la chose maintenant ou pas? On a la source et les méthodes. Voilà, c'est parce que il y avait une photo de Bruno Latour avec un petit texte qui expliquait pourquoi, machin, le monde d'après. Et puis, il y avait l'explication du comment on est arrivé à dépouiller les 5 plateformes en question dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au final, 2957 propositions récoltées sur 49 thématiques. D'accord, là, vous voyez d'ailleurs dans le petit pavé jaune les 5 plateformes qui sont récapitulées. Il fallait un courage que je n'ai pas, je dois le dire. Ce n'est pas moi qui me suis collé cette partie-là du boulot pour mettre les mains dans le cambouis de 2957 propositions. Je remercie mes collègues pour avoir eu cette énorme moment je pense, d'apnée. Mais en tout cas, voilà, on est arrivé à commencer à ranger ces trucs-là. Et alors, je vais changer de slide, on va voir ce qui va se passer. Toc. Ça marche. Ça marche. On a articulé, alors là, il y a une petite copie, c'est finalement 15 rubriques. 15 rubriques à partir de ces 2957 propositions rangées dans 45 catégories initiales. Ces 15 rubriques, on les a traitées de 3 façons différentes, puis une 4e, vous allez voir. La première, on a concaténé tous les textes et on en a fait un nuage de mots. C'est un objet visuel, graphique intéressant qui permet de faire ressortir vraiment les mots-clés de chaque thématique. C'est vraiment une illustration. La deuxième page, c'est ce qu'on appelle une carte heuristique. C'est un diagramme dans lequel vous avez en arbre, en arborescence, chacun des sous-thèmes du thème et sous le sous-thème, les items qui vont dans chaque sous-thème, d'accord? Et puis une troisième synthèse qui consisterait à partir de ça à essayer de formuler des problématisations
pour les territoires de choses concrètes auxquelles chaque territoire pourrait s'atteler à essayer que chaque territoire pourrait s'atteler de traiter comme question. D'accord ? Et enfin, une fois qu'on a fait ça, on a refait une dernière couche de synthèse, c'est-à-dire qu'on a pris alors là on en était encore à des centaines d'items et on les a recompressés en 4 items par thème, ce qui a donné lieu, alors voilà, les thèmes majeurs sont là, ça a avancé ou pas ? Voilà, ça a avancé, donc vivre ensemble, améliorer l'alimentation, protéger l'environnement, notre équilibre, etc., jusqu'à, donc vous avez 15 thèmes dans le support qui couvrent, à notre avis, une bonne partie des sujets quand même, si ce n'est tous, en tout cas, qui effleurent en tout cas beaucoup des thèmes qui sont évidemment prégnants dans la réflexion sur l'aménagement des territoires et ou le développement des territoires. Et puis, sur chacun de ces thèmes-là, on a encore squeezé l'information en 4 items, ce qui nous a donné ça comme représentation, qui est, pour ceux qui ont la curiosité de regarder ce que fait le World Economic Forum, ce qui est la façon dont le World Economic Forum représente ces enjeux stratégiques. D'accord ? Donc, c'est un outil qui est intéressant, dans lequel vous avez la thématique au milieu, les 15 thématiques autour, et on chinte l'échelon intermédiaire de la sous-thématique pour aller directement sur les items. Léna, est-ce que tu pourrais appuyer sur CTRL-L pour que ce soit à peine plus grand pour nous ? CTRL-L. CTRL-L, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe pas grand-chose. Normalement, ça met en plein écran si tu es sur ton… Mais peut-être que je peux simplement faire ça. Si tu veux. Comme ça, même si vous ne voyez pas tout, ouais, vous en voyez un bout. Pour qu'on puisse zoomer sur des thèmes. Tu vois ? Donc, par exemple, ici, je vois, je ne sais pas quoi, un modèle éducatif, citoyen, bienveillant, plus accessible. Et donc, les 4 points marrons qui correspondent, c'est gratuité pour les décrocheurs ou les enfants en difficulté, des cours à domicile et puis des études supérieures, réformer l'école. Et vous voyez que ce sont des choses qui ne sont pas toujours à la même échelle. C'est bien ça l'intérêt aussi de ce document. C'est et chose que quand on est, ça j'attire l'attention de ceux qui ont l'habitude de faire des synthèses stratégiques, c'est pas du tout classique comme façon de travailler. D'habitude, on est très structuré sur les choses, sur leur échelon, c'est-à-dire ça c'est général, ça c'est un peu moins général, ça c'est encore moins général, puis ça c'est vraiment anecdotique. Quand on traite 3000 propositions, il y en a qui sont réformer l'école, machin, puis il y en a qui sont, s'il vous plaît, au coin de ma rue, je veux ça. Et comme l'idée, à un moment donné, c'est de donner accès à toute la profondeur de cette information-là, eh ben, on ne perd pas autant que possible le réformer le coin de ma rue, autant que le réformer l'échelon européen. Alors, petite remarque quand même, l'échelon européen, on l'a enlevé, mais il existait dans les 3000 questions. Donc, on a quand même désorbé un certain nombre de choses dans notre travail qui sont liées aux choses qui ne s'adressent tellement pas à l'échelon territorial que voilà, nous, on n'a pas vocation à prendre notre bâton de pèlerin et aller à Bruxelles pour faire évoluer les choses. D'autres le feront à notre place. Donc, on garde, nous, ce qui concerne l'échelon territorial. Donc, voilà. Et vous avez, du coup, voilà, ici, gratuité des cours à domicile, autant que réformer l'école, autant qu'un potager dans chaque école, autant que des personnels, etc. Enfin, bref. Donc, vous avez divers échelons de choses. Évidemment, les choses ne sont pas… vous avez des choses qui sont purement formulées comme elles étaient dans les 2957 items des gens, et il y en a quelques-unes pour réussir à réduire à 4 qu'on a dû un peu synthétiser. Donc, par exemple, quand on écrit « réformer l'école », les gens ont peut-être écrit « changer l'école avec ta, ta, ta et ta ». Donc, nous, on a synthétisé avec un vocable et ensuite, on a mis les ta, ta et ta. Sachant que donc, si je redézoome, le document fait 73 slides, comme vous le voyez. Et donc, pour chaque sujet, on va y arriver maintenant, j'avance. On a donc cette chose-là avec tout un tas de liaisons qui se font avec évidemment les autres thématiques.
parce que c'est un classement arbitraire. Nous, quand on récupère, je voudrais des infirmières dans toutes les écoles et dans la même phrase, revaloriser les métiers de santé. Alors, il y a les métiers de santé qu'il faut remettre avec les métiers de santé, mais en même temps, les infirmières, c'est un métier de santé, mais ça part de l'école. Bon, bah donc, on met deux liens, vous voyez? Et du coup, ça fait une espèce de petite araignée, là, comme ça, qui fait que chaque thématique est liée avec beaucoup d'autres. Et c'est là qu'on s'aperçoit d'un phénomène extrêmement intéressant qui, moi, m'a vraiment touché du point de vue de la méthode de travail. Vous avez remarqué, je vais remonter 30 secondes, qu'on avait classé les thèmes par ce qu'on avait cru percevoir comme un peu intensité de formulation. Et il y a des choses sur lesquelles on s'est trompé et d'autres où on ne s'est pas trompé. Comment ça, on s'est trompé? C'est-à-dire, on a classé, puis il y avait des choses qui étaient sans doute moins récurrentes que d'autres. Mais quand on a fait les liens, c'est là qu'on s'est aperçu quelles étaient les thématiques qui avaient énormément de branchements dans toutes les thématiques et qui donc étaient très transversales. Et ça, c'est très intéressant du point de vue de la méthode parce que ça veut dire que quel que soit le thème qu'on traite, il y a un moment donné, le vivre ensemble, par exemple, en l'occurrence là, il sera quelque part indispensable à traiter, pratiquement pour la plupart des thèmes. Et si on veut traiter le petit vivre ensemble, dans un autre sens, il va falloir qu'on se tape de traiter presque tous les thèmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant du point de vue de la méthode. Ça articule systématiquement les choses les unes avec les autres. Et on voit ce qui est le plus articulé avec quoi, etc. Donc, dernière partie de cette présentation initiale, et après, il faut vraiment que je vous laisse la parole. Voilà comment on traite un thème. Donc, le vivre ensemble. Là, vous avez la pastille, donc le nuage de mots, pardon, humain, entraide, solidarité, famille, sociale. En l'occurrence, on avait deux thèmes, un peu vie de famille et vivre ensemble, qu'on a un peu, voilà, un peu relié de force là, parce que voilà, on avait besoin aussi d'être un peu le plus comment dire, ligne possible sur le nombre de thèmes qu'on allait garder pour notre rosace. Mais voilà la proposition qu'on fait là-dessus. Elle est évidemment, vous imaginez, passer rien que du temps à regarder le nuage de mots et à voir comment s'articule par presque petits clusters, c'est hyper intéressant. Rien que ça. Ensuite, on a le travail qu'on a fait ici, avec les sous-catégories que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, où vous voyez par exemple que vivre ensemble, ça se décline en valeurs humaines, en vie amicale et de famille, en envie et objectifs citoyens et en dispositifs directement à développer qu'on pourrait imaginer que les gens ont déjà entre ceux qui disent il faut que, on doit aller vers, et ceux qui disent bah, telle chose là, voilà, telle proposition directe. Donc, on est obligé d'articuler ces choses-là en essayant de trouver comment les relier. Mais quand des gens proposent directement un truc qui s'appelle et qui n'existe pas, la maison d'éducation et de partage des savoir-faire, c'est donc déjà un dispositif qui est quelque part dans la tête de quelqu'un. Voilà. Et puis derrière, on a nous proposé quelques axes de travail pour les territoires. Donc là, par exemple, sur le vivre ensemble, comment créer de nouveaux espaces d'échange, de co-construction, de dialogue entre les habitants d'un territoire. Vous voyez, là, c'est plutôt la clé d'entrée, c'est plutôt est-ce qu'on doit créer des lieux favorisant les échanges, le lien social, le vivre ensemble. Quel lieu au service de dans chaque territoire, finalement, c'est un petit peu quelque part, effectivement, pourquoi pas l'idée de la maison de l'échange et des partages, qui serait une des façons de transcrire cet axe-là. Ensuite, il y a un deuxième item qui est quelle proposition plus générique pour rendre les territoires plus inclusifs, en particulier pour les personnes en situation de handicap, les migrants, etc. Parce que, évidemment, vous vous rendez bien compte qu'avec toutes les valeurs humaines qui ont été mises en avant dans Vivre ensemble, il y a énormément de générosité et de choses positives qui sont projetées dans la façon d'être inclusif dans les sociétés et dans les territoires. Il y a une autre question qui est est-ce qu'on peut avoir des solidarités interterritoires
qui est hyper intéressante. Est-ce que la ville, la campagne, comment on peut créer des liens un peu plus forts aujourd'hui? C'est vrai qu'on a nos fameuses, nos EPCI, hein, les établissements publics qui gèrent des territoires qui effectivement regroupent de la campagne et de la ville. Mais est-ce que c'est le seul modèle? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Et puis, la dernière question qui est vraiment un peu d'actualité, mais l'actualité, on ne sait pas combien de temps elle va durer, puis surtout si ce sera la dernière, c'est qu'est-ce qu'on fait de la facilitation des liens sociaux de proximité, mais aussi à distance. Voilà. Et j'arrête. Il est 13h58, c'était beaucoup trop long, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc la parole est à vous. Du coup, l'idée qu'on souhaitait partager avec vous, et surtout le but c'est de pouvoir rebondir et débattre. La question c'était de se dire sur ces interrogations-là, sur le vivre ensemble, qui est la thématique la plus transversale, est-ce que vous avez déjà observé des changements, des évolutions du fait de ce monde d'avant, de ce monde d'après, de ce qu'on vit depuis un an et demi. Et donc voilà, je laisse Nicolas amorcer le débat. Merci Annabelle. Non, mais en fait, c'était ça. Nous, comme on a tous un peu pareil, je pense que le monde d'après, c'est un concept qui est né en mai 2020. Et on se pose tous un peu la question de voir qu'est-ce qui a vraiment changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà bougé ou est-ce que globalement, en fait, c'est plutôt des signaux faibles? Et vu qu'autour de la table, autour de la visio aujourd'hui, vous êtes tous d'une certaine manière, ou parce que vous travaillez pour une collectivité, ou pour un territoire, ou parce que vous êtes impliqué en tant que consultant, accompagnant de projets ou facilitateur de projets de territoire, nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir un peu vos premiers retours, peut-être des impressions sur aujourd'hui, de ce qu'on a pu voir, alors autour du vivre ensemble, hein, parce qu'on ne va pas traiter toutes les thématiques aujourd'hui, on va traiter juste de vivre ensemble. Est-ce que vous avez vu évoluer les choses radicalement? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues naître ou est-ce que ça a changé des choses dans vos pratiques? Alors, on ne va pas parler de la visio, hein, ça, pour le lien social, mais plus voir quelles sont les dynamiques que vous observez et comment vous, ça évolue. Est-ce que quelqu'un veut, je sais pas, intervenir et répondre à une de ces premières questions sur autour, par exemple, de ces nouveaux espaces d'échange ou autres, des choses qui vraiment, depuis un an, ont changé dans vos pratiques ou que vous voyez poindre pour l'avenir? Il y a Elodie, je crois, qui lève la main. Oui. Voilà, on va fonctionner comme ça. On lève la main et ensuite on peut s'exprimer. Pour d'autres, n'hésitez pas à parler dans le chat. Mais là, Elodie, n'hésite pas à te présenter et puis à nous dire. Alors, moi je suis consultante aujourd'hui et j'ai une spécificité dans le secteur du tourisme et je viens de terminer une étude sur les tiers-lieux à vocation touristique en faveur d'un tourisme plus durable. Donc, je suis en contact avec, par exemple, des offices de tourisme ou des collectivités qui veulent retravailler leur stratégie touristique. Et aujourd'hui, donc, c'est même avant mai 2020, en fait, il y a une volonté de la part des collectivités, puisque le tourisme, c'est quand même un secteur qui a été extrêmement touché dernièrement, de se réapproprier le tourisme et les touristes. Donc, l'habitant est revalorisé en tant que touriste, vous voyez. Il n'y a plus de définition, là je parle de la part des institutions, il n'y a plus de définition, on ne met plus dans un cadre un habitant, un touriste, un travailleur, je dis n'importe quoi, un parent, vous voyez, il n'y a plus ce cadre qu'on connaissait jusqu'à maintenant et on crée des passerelles comme ce que vous venez d'expliquer entre différents thèmes, vous voyez. L'habitant devient un tout, il devient un touriste de son territoire, un salarié de son entreprise et on le prend en considération dans le plan de développement de son territoire. Voilà. Bon, je pense qu'ils font ça parce que à l'origine, c'est mené par le ministère de la Cohésion des Territoires. Mais ils font également, ils constatent vraiment qu'il y a un impact sur différents secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, l'écologie, l'énergie, le tourisme. Donc, ils essayent de créer vraiment des passerelles entre toutes ces activités, tous ces domaines d'activité. Et il y a une vraie demande sur comment mettre en place ces outils. Et pour terminer, il y a le rôle dans tout ça. Donc, ce sont des idées, ce sont des réflexions. Très bien, mais maintenant, comment on fait? Donc, il y a le rôle du médiateur
du médiateur dans le territoire, qui est important et qui est à valoriser aussi, je pense. Parce que s'il n'y a pas un animateur, c'est compliqué pour un territoire de mettre tout ça en place. Quelqu'un qui arrive à être polyvalent et à comprendre tous les enjeux d'un développement territorial, vous voyez, et qui arrive après à l'expliquer, vous voyez, hein, Léna, vous avez l'air d'accord et qui arrive à le mettre en place, parce qu'on parle beaucoup, mais le mettre en place, ça devient compliqué. Donc, je pense qu'il y a aussi qui porte après ces actions. Ils ont besoin donc d'animation, de médiation. Il y a des nouveaux métiers qui existent maintenant, qui sont en train de se mettre en place. Je pense à facilitateur de tiers-lieux ou manager de centre-ville. Voilà, c'était Voilà. Je pourrais continuer des heures, mais je passe la parole. Merci beaucoup, Élodie. Avec plaisir. Intéressant de voir cette réflexion sur maintenant, c'est quasiment un petit écosystème local où même l'habitant devient le tourisme, ou je pense que dans les réflexions autour de l'industrie, c'est un peu ça. Ouais, c'est comment on relocalise et qu'on réinvente un petit peu par le territoire. Comment on redéfinit le citoyen. En fait, le citoyen, qu'est-ce qu'est un citoyen? C'est aussi un touriste, un employé. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, c'est un fabricant de quelque chose, c'est quelqu'un qui contribue. Donc, on est peut-être plus dans une logique de citoyen contributeur à son territoire avec différents profils possibles. Et c'est comment on met ça en musique. Ben, merci beaucoup, Élodie. Il y a 2 autres personnes qui ont levé la main. Non, c'est Louise, je crois. Il y a Louise, entre autres, qui a levé la main. Bonjour. Bonjour, Louise. Alors, en fait, je rebondis sur la notion de nouveau métier parce que vous pouvez noter aussi les chargés de mission participation citoyenne. Ancienne facilitatrice et consultante, du coup, je peux témoigner de mon cas particulier. Et c'est comme ça que j'avais rencontré Annabelle. Je voulais aussi, par rapport en fait à la question plus large de départ, pour moi, il y a un nouvel échelon qui est apparu, qui est assez intéressant à exploiter dans nos métiers. C'est que traditionnellement, on pense les liens sociaux par rapport à la famille, par rapport à la sphère amicale, par rapport à la ville, etc., à différents échelons. Et là, ce qui s'est révélé, c'est l'importance du voisin. Et en fait, pour moi, le voisin, c'est quelque chose qui a existé et qui existait, mais qu'on n'avait pas forcément identifié. Et lié au confinement, aussi au fait d'avoir une sphère beaucoup moins importante, une sphère géographique moins importante où on pouvait se déplacer, cette notion de relation de voisinage, en fait, elle a pris un nouveau sens, que ce soit dans le conflit ou au contraire dans la coopération. Pour moi, ça peut être dans le monde d'après quelque chose qu'on va exploiter parce que, bon, voilà, je suis optimiste, comme un levier de lien social aussi, comme un échelon finalement de rencontre à ceux qui sont différents mais qui habitent dans le même espace et qui fréquentent les mêmes centralités. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait donner… j'ai essayé de faire des recherches un peu théoriques sur la notion de voisin. Et je trouve que c'est quelque chose qui pourrait donner lieu à des études sociologiques, etc., intéressantes. Alors j'en profite, je rebondis sur ce que vous dites, Louise. Il y a un projet assez original qui s'appelle la République des hypervoisins, qui existe depuis 3-4 ans. Alors c'est dans un cadre particulier, c'est à Paris, dans le 14e arrondissement. Mais c'est un groupe de voisins qui ont décidé de ne pas travailler sur la participation au sens on va faire participer sur des sujets et on va se servir des sujets pour mobiliser les gens. Mais ils ont dit, nous, notre but, c'est juste la convivialité. On va construire de la convivialité et ensuite, on va fédérer les gens autour de sujets plus thématiques. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ce qu'ils ont fait, c'est multiplier les moments de convivialité à une échelle très quartier. Et ça pouvait être aussi simple que tous les samedis matins, 2 heures dans un café, et tout le monde peut venir. Et ça fait 3 ans non-stop qu'ils font ça. Et donc, ils ont créé une communauté de gens qui se connaissent mieux. Ils ont créé des apéros chez les uns et chez les autres où chacun partageait ses passions. Donc, c'était des choses simples en fait qui permettaient aux gens de se connaître. Et sur cette base-là, après 1 an à 1 an et demi à faire des grands banquets, à se connaître, etc., ils ont commencé à basculer sur des sujets plus thématiques. Comment on réinvente collectivement la place qui est juste à côté de chez nous? Comment on imagine la création d'une maison de santé à l'échelle de notre territoire? Comment on participe à un projet de la Croix-Rouge? Et donc, je vous partagerai, si vous voulez,
un lien, il y a un petit article sur ce qu'ils ont fait. C'est assez intéressant parce que techniquement, ils veulent travailler, scientifiquement, sur la convivialité comme levier derrière de participation sur des sujets plus techniques, santé, habitat, etc. Donc voilà, oui, je pense que l'échelle du quartier, ça peut être aussi une bonne échelle. Je vois que Bruno a levé la main. Oui, Nicolas. Moi, je m'interroge sur deux choses. La première, sur notre territoire, je ne sais pas si on a eu véritablement de changement. Peut-être préciser, Bruno, sur quel territoire vous êtes. Oui, de Parc de Brière. Sachant qu'on était déjà dans une dynamique de changement avant même la crise de Covid. On avait engagé, notamment avec toi, Nicolas, une démarche prospective en 2019 et où la question du changement était la clé, on va dire, de l'avenir du territoire. Donc, je ne sais pas si la crise Covid a permis d'accélérer. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça a plutôt freiné les choses. Par rapport à un certain nombre de difficultés, notamment de mobilisation, voilà, que d'accélérer les choses. Donc là, c'est reparti, on va dire, et on va voir avec une grosse interrogation, c'est ma deuxième remarque, et même par rapport au travail que vous avez fait et aux différents items, c'est une question de biais de représentation. C'est-à-dire, même si vous êtes parti avec avec pas mal de contributions, avec 5 plateformes différentes et tout, les participants à ces contributions-là sont quand même, à mon avis, assez typés. Et, voilà. Et donc, l'enjeu vraiment du monde d'après, ça va être la mobilisation, y compris des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique-là. Clairement, c'est ce que disait Léna en introduction. On n'assume pas un travail scientifique, et qu'en fait, comme disait Léna, c'est plus effectivement un objet de réflexion, ce qu'on a dans nos 70 diapos, ou derrière, en revanche, ce qu'on a essayé de faire, parce qu'on intervient sur des territoires différents, d'essayer de faire le lien entre des choses qu'on voyait dans les propositions et qui faisaient écho à des réflexions qu'on avait, nous, avec certains territoires, en fait, qui pouvaient être des territoires ruraux, et justement pour essayer de faire des liens. Donc là encore, il y a un prisme, il y a un biais, et c'est comment essayer de rattacher ça à des problématiques. Mais c'est sûr que oui, la représentation de ceux qui ont participé sur ces plateformes présente un biais par rapport à d'autres populations. Mais nous, aujourd'hui, voilà, tout l'exercice, et c'est pour ça aussi qu'on veut en discuter avec vous, parce que c'est aussi comment on se saisit de ça pour en faire un outil qui peut être utile derrière à des territoires ou des réflexions sur les territoires, en disant comment on adapte ça, comment, en fait, c'est peut-être plus pour faire émerger des questions auxquelles on dirait la réalité d'un tiers-lieu pour la métropole de Lille ou Paris n'est pas la même que la réalité d'un tiers-lieu, effectivement, dans un territoire rural. Donc, en revanche, c'est voir si les grandes thématiques qui ressortent, qui font écho à des actualités aussi, comment on arrive à croiser ça, en fait, pour pas être sur quelque chose de plus un outil à discussion plutôt que dire scientifiquement, ce sont les seuls et uniques sujets. Et je pense que les propositions ont l'avantage d'avoir été suggérées par des gens qui habitent. Et en fait, qu'on redéfinisse un quartier, qu'on redéfinisse un centre-bourg, qu'on redéfinisse… En fait, ce sont des questions ou des réponses qui parlent à tout le monde et que chacun peut s'approprier. Donc, juste, ne serait-ce que de pouvoir se poser la question du vivre ensemble en se redemandant qu'est-ce qui fait quartier, qu'est-ce qui a été différent dans le quartier pendant le confinement, qu'est-ce qui est différent entre avant et maintenant. Ça peut aussi générer d'autres envies pour pouvoir redéfinir ces sujets-là. Après, voilà. Ça dépend des objets d'études, en effet. Un parc national, c'est pas un quartier. Pardon, Léna. François, vas-y. Il y a François, et puis il y a Ivan aussi qui réagissait dans le chat, mais qui pourra peut-être… Ouais, moi, je voulais… donc, François Barbet, à la métropole européenne de Lille, je suis urbaniste. Et sur la question, là, sur la troisième question qu'a écrite Annabelle, sur les solutions
concrètes d'innovation sociale pour certains publics. Ça m'a fait penser, enfin, alors, c'est pas pour faire la pub de l'AMEL parce que c'est pas mon habitude, mais en fait, pendant le confinement, l'AMEL a proposé à ses agents de rentrer dans une réserve civique pour aller aider des associations, pour des publics qui en avaient besoin. Je pense aux sans-abri ou aux étudiants pour leur apporter réconfort et puis aussi alimentation, ce genre de choses. Et puis, ce truc-là, cette réserve civique, elle se transforme. Alors, il y a une évolution au niveau RH à l'AMEL et il nous propose, à partir de janvier 2022, de pouvoir prendre 1 ou 2 journées pour faire du bénévolat, pour s'inscrire dans du bénévolat. Donc, ils nous le proposent. Et ils nous mettent à disposition 2 jours pour qu'on puisse s'investir. Non, alors 2 jours, c'est pas beaucoup pour s'investir dans une association, mais c'est un début. Et je trouve ça plutôt bien. En tout cas, ça répond, en fait, c'est une traduction d'une solution temporaire qui a été mise en place lors du confinement, quelque chose qui est sorti comme ça, qui n'existait pas réellement et qui se généralise presque, qui tend à se généraliser, en tout cas qui s'institutionnalise dans un fonctionnement. Alors, ça se fait dans une collectivité, mais j'imagine que dans une entreprise, quelle qu'elle soit, ça pourrait aussi très bien fonctionner, en fait. Et comment, en fait, au vu d'une situation où on a mis à jour certains dysfonctionnements ou en tout cas certaines fragilités où les fragilités de certaines populations ont été vraiment mises en lumière, comment collectivement et chacun des organes de la société peut se mettre en mouvement pour s'investir, pour s'engager dans une cause. Alors bon, c'est comme je dis, 1 à 2 jours, c'est pas beaucoup, mais ça peut peut-être donner le goût en fait de retrouver un lien social, de retrouver une nouvelle façon d'être ensemble, de société. Donc voilà, c'est juste pour témoigner d'une solution qui, en fait, ça m'est venu avec la question. J'y avais pas véritablement réfléchi avant, mais voilà, un témoignage de solution. Je pense que c'est important d'avoir des solutions. On ne pourra pas juste partager des constats. Il faudra aller plus loin et c'est comme ça qu'à mon avis, on aura un monde d'après, en tout cas un monde différent ou voilà, un monde de maintenant, quoi. C'est ça. Merci François. Moi, je voulais juste rebondir sur François. Oui, Elodie. En fait, ça existe aussi dans le secteur privé. On appelle ça du mécénat de compétences. On propose aux employés donc de donner quelques jours de travail, sur leur heure travaillée, quelques jours pour une association. En fait, c'est le mécénat de compétences, c'est déductible d'impôt pour les entreprises et ça rentre dans leur obligation RSE. Voilà, c'était en complément. Merci Elodie. Je vois que Christophe lève la main aussi. Juste pour compléter ce que dit Elodie, je laisse la parole. Justement, le travail qui a été fait là sur cette compilation et cet ordonnancement des sujets de contribution, ça peut être aussi un moyen pour toutes les entreprises ou les collectivités, dans leur cadre de leur politique RSE, d'avoir des idées sur quoi se positionner, sur quel type de thématique investir ou aller savoir un petit peu quelles sont les considérations et ne pas aller taper à côté quand on propose du mécénat, de ce type de solution. Ça peut être un guide, ou en tout cas du conseil. Quitte à voir, je complète François et ça fait le lien avec la question de Bruno aussi, si on peut avoir un filtre par territoire en fait, parce qu'effectivement il y a plein de choses qui sortent, là c'est une participation nationale très décorrélée, mais que c'est effectivement un outil d'échange sur lequel on met le filtre du territoire par les acteurs du territoire qui le connaissent très bien et ça peut donner une idée en disant « Ah oui, sur ce sujet du vivre ensemble, c'est peut-être nous, juste la bulle qui est ici, qui nous concerne et sur lequel on a un vrai sujet, ou la transition face au changement climatique. » Après, chacun se positionne, mais effectivement, c'est l'outil qui demande le filtre du territoire derrière pour être un outil assez opérationnel pour initier des choses, chercher des propositions et par rapport aux solutions que proposait François, voilà. Nous aussi, c'est de dire comment demain on arrive à capter peut-être des solutions aussi, choses qui se passent en réponse à ces constats. Je vois que Christophe avait levé la main tout à l'heure.
Oui, moi je trouvais intéressant de témoigner par rapport à d'abord une expérience qu'on vit là, depuis maintenant plus de 2 ans. En fait, c'est depuis 2018. Donc moi, je suis embarqué dans cette aventure depuis 2 ans, mais sur une ancienne base militaire à Reims, avec un petit village qui s'appelle Courcy, où on met en pratique à grande échelle, donc à l'échelle de ce territoire ville, plus 2-3 villages autour, et puis le territoire du Rémois tout autour, la notion de co-développement territorial. Alors pourquoi la notion de co-développement territorial est importante par rapport à ce qu'on est en train de vivre et ce dans quoi on va rentrer, dans quoi on est déjà, mais qui va se devenir de plus en plus présent, un monde d'incertitude, mais avec d'énormes potentiels. Alors cette incertitude, elle vient de changements de modèle qui sont radicaux. On a simplement ici eu la mise à l'arrêt de tout un système. On a vu que des solidarités ont dû se mettre en place complètement hors système, que des systèmes qui ne travaillaient plus continuaient à rapporter de l'argent et même à faire des levées de fonds, à obtenir des subventions, qu'on arrive à faire des constructions sans clients. Le monde de la construction ne s'est pas arrêté. Qu'on arrive à continuer à investir dans des gisements de gaz avec de l'argent public qui est là pour faire de la relance verte et que l'on arrive à placer cet argent dans de la 5G, dans des pipelines de gaz. Donc tout ça s'est passé dans la période qu'on vient de vivre. Et en même temps, il y a une profusion d'initiatives qui ont vu le jour sur tout le territoire et ces initiatives ne sont pas soutenues. Il n'y a pas d'argent pour soutenir ces initiatives. Et ce constat-là, nous, on le partage, ou moi, je l'ai partagé avec plusieurs acteurs, dont celui que tu as cité, le président de la République des hypervoisins. Alors, qu'est-ce que lui, il est en train de faire? Il est en train de montrer sur son territoire, et ça fait maintenant, il y a mis sa vie pendant 3 ans. Oui. Et il est en train de constituer une école de l'hypervoisinage, constituant que c'est une mission d'intérêt public, mais indépendante de l'organisation publique, qui devrait être payée avec de l'argent public parce qu'elle rend un service énorme au territoire. Et donc, il est en train de lancer sur Paris une logique de formation de l'hypervoisinage pour arriver à diffuser cette pratique de l'hypervoisinage sur 10 arrondissements parisiens en 3 ans. Moi, je travaille personnellement sur un programme qui s'appelle Green Deal Eco Schools, qui est sur comment on éco-rénove les écoles en lien avec leurs quartiers et villages en transition. L'objectif, c'est rénover 150 écoles par an à partir de 3 ans. Donc, des solutions vont apparaître qui sont complètement hors champ privé et hors champ public. Et donc, je reviens à cette notion de co-développement territorial. Si on veut permettre aux acteurs de changer, et ils doivent changer en coopération parce que énormément de solutions sont partagées, mutualisées, nécessitent des investissements ensemble, eh bien, il faut faire du co-développement territorial. Et là, et le monde privé et le monde public sont un peu embêtés parce qu'on leur demande de rentrer dans des structures coopératives où il n'y a pas l'un ou l'autre qui domine, mais où un ensemble d'acteurs rentre dans une dynamique de coopération pour construire des projets avec parfois des solutions qui sont improbables, inattendues, et parfois des changements qui sont appelés par cette collaboration. Donc ça, forcément, les structures n'aiment pas trop le changement, qui plus est quand on les entraîne dans un environnement qui est incertain. Donc on est dans cette période-là, qu'on pourrait dire une sorte de Moyen-Âge, on va dire, entre la période industrielle qu'on quitte et une période de basculement local, global, de coopération tous azimuts, et pour lequel il faut des nouveaux outils. Donc nous, on le met en pratique sur cette microville 112, qui est une ancienne base aérienne qu'on transforme en microville durable, qu'on va rénover en 5 ans, selon lequel on installe une multitude de projets. On change complètement les règles du jeu puisque cette base aérienne est avec un foncier qui est non vendu. On y installe des infrastructures et des services qui sont en commun dès le départ. On en fait un territoire à énergie positive, renouvelable, totalement, on va dire,
à terme, dans les 5 ans, potentiellement déconnectés du réseau, ce qui ne sera pas tout à fait le cas parce qu'il y a des centrales solaires sur les pistes aériennes, de la base aérienne, il y a différentes choses qui vont faire que ça va être probablement pas complètement déconnecté, mais en tout cas, pour les bâtiments, une logique complètement d'autonomie et de démontrer que c'est possible. Donc, derrière un projet comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une commune qui change. Actuellement, il y a une agora citoyenne qui s'est constituée sur cette commune, qui est une association qui permet d'avoir à la fois les habitants de Courcy qui ont soutenu ce projet pendant 3 ans, qui se structurent, mais en même temps, on est en train de travailler avec eux pour les ouvrir aux futurs occupants de la base aérienne et tous les sympathisants qui vont pouvoir venir sur ce projet. En se disant, vous ne pouvez pas vous rester entre vous. C'est un projet, il va évoluer. Donc, il faut que vous puissiez accueillir ce qui va venir. Et ça va amener une richesse au village. Parce qu'ils n'avaient pas tout de suite pris en compte le fait que ça pouvait amener une transformation du village. Parce que ce projet va transformer aussi le village. De ça, il y a une vraie prise de conscience qui n'est pas forcément facile. Ça demande énormément d'efforts d'accompagnement. D'où le message adressé par le président de la République des hypervoisins, qui est de dire il faut des facilitateurs et ils doivent être payés. Parce que ça prend énormément de temps que de faire de la pédagogie, que d'échanger avec les gens, que d'expliquer, que de former, voilà. En même temps, il faut une certaine prise de risque des acteurs tout autour. Et ça, nous, on est en train de terminer ce premier tour de prise de risque qui aura duré 3 ans pour avoir des collectivités qui osent s'engager dans un projet en voyant bien qu'elles sont dans le mur, qu'il n'y a pas moyen de faire ce projet autrement qu'en faisant du co-développement, mais c'est en train de faire une dernière voiture balai pour savoir, tiens, mais on pourrait faire ça avec une SEM, tiens, on pourrait faire ça avec un établissement public foncier. Ah mais non, c'est la compétence, c'est de l'aménagement, donc c'est la compétence de la communauté urbaine. Voyons, c'est pas. Mais la communauté urbaine n'en a rien fait pendant 5 ans. Et puis quand on a un projet industriel, on accueille là, un projet industriel avec une usine pour rénover des véhicules, c'est 300 emplois créés sur le territoire rémois. Et tout le monde qui est là, le bras ballant, ne sait pas quoi faire. Nous, on réagit. Parce qu'il y a la capacité de mobiliser tous les acteurs ensemble. Donc moi, ce que j'essaye juste de décrire par rapport à ça, c'est que dans le monde d'après, il y a un vrai pas de côté qui est fait par les acteurs sur le territoire, que la collectivité doit changer, elle doit donner la possibilité que ce changement s'opère. Et ce n'est pas uniquement en mettant à disposition de la compétence gratuite, comme ça il fait dans Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, où tous les services publics mettent de la compétence payée avec l'argent public, mais c'est en rentrant dans une logique de co-investissement avec les acteurs du territoire qui permet aux acteurs du territoire de s'autonomiser et eux-mêmes de grandir, de pouvoir exister, faire de l'activité qui crée de la valeur. Voilà, donc c'est un très gros changement et je pense que si on ouvre un peu les yeux, on voit que ce problème se pose partout. Moi, j'en avais pris conscience la première fois lors d'une formation en design thinking à Polytechnique et l'École nationale de design Hope. Et le projet de groupe qui est ressorti de notre groupe, il s'appelait La Main. Et La Main, c'était comment on accompagne des porteurs d'initiatives dans un environnement incertain. Et la main, il y a plusieurs doigts et il faut, si on veut que ça fonctionne ensemble, il faut articuler. Hein. Et il y a bien un cœur qui relie la main, c'est pas les doigts qui se baladent dans l'air comme ça. La main, elle peut soutenir, elle peut soutenir, elle peut protéger, elle peut on passait par toute une série d'images pour montrer que quand il y a un collectif qui se constitue pour accompagner des initiatives, à ce moment-là, ces initiatives ont la chance de grandir, de se transformer, de se réaliser. Et le vrai problème qui se pose sur notre territoire, c'est quel dispositif de facilitation on met en place. Parce qu'on a eu l'habitude de contrôler, de choisir, de mettre en compétition. La Commission européenne, par exemple, met en compétition tous les projets innovants. Du coup, ils ont un déchet incroyable sur leur projet. Là, le dernier call H2020 qu'ils ont fait, ils ont tué des projets énormes parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent.
Donc, ça re-questionne complètement la manière dont il faudrait s'organiser sur le territoire pour aider cette transformation du monde de demain. Voilà, je ne vais pas m'étendre, mais c'était pour faire réfléchir. Et je pense que si on ouvre un peu les yeux autour de nous, à tous les niveaux, c'est très présent. Moi, j'ai un autre exemple auquel je songe. On a une amie dans la rue, je suis parrain de son fils, elle est devenue élue de la commune où j'habite, Lambersart. Et ils ont fait toute une série de projets dans le cadre des élections dans l'équipe municipale. Ils ont beaucoup de mal à ouvrir ces projets sur la population. Là, ils voulaient faire une cuisine participative à destination des démunis. Ils voulaient le faire dans les locaux de la mairie et le projet pas du tout ouvert. Donc, il y a des changements. Il faut arriver à mettre en place des changements de posture, d'ouverture, qui font que ça devient possible. Des villes comme Montréal sont extraordinaires, quand on voit aujourd'hui. Et pendant le Covid, il y a des initiatives incroyables qui sont réalisées parce qu'ils sont dans cet état d'esprit d'ouverture, de bienveillance, ils ont un peu l'esprit nord-américain de dire bon, ben, c'est possible, donc faites-le. D'ailleurs, l'État donne de l'argent aujourd'hui pour soutenir les initiatives. Les universités ont fait des laboratoires hors les murs. Bon, toutes des choses qui mériteraient de venir en France pour faciliter ce monde de l'après. Merci Christophe. C'est intéressant ce que vous dites sur plein de choses étaient hyper intéressantes, mais ce que vous venez de dire à la fin sur les universités, quelle place peuvent avoir les universités sur un territoire dans justement pousser les réflexions, pousser les initiatives pour transformer les territoires. Et le deuxième point que moi je trouve aussi intéressant, c'est le côté il n'y a pas de baguette magique. Et quand vous parlez de la transformation, sur des temps de transformation, de méthode de travail, de conduite de changement, vous parliez là pour Courcy le côté 3 ans en fait. Et on se rend compte que c'est des longs processus alors qu'on peut aussi parfois avoir tendance à être sur des projets où on nous dit voilà, 6 mois et puis 6 mois on a réussi à mettre en place un projet alors qu'on se rend compte que le changement des personnes dans le processus prend plus de temps que juste le projet qu'on peut faire émerger techniquement. Et ça, c'est un vrai sujet aussi dans l'appréhension, je pense, de la transformation des territoires. Il y a un changement de prisme, en fait. Se donner un peu plus de temps. Dans un temps où tout s'accélère pourtant, et sur Twitter, on tweet comme ça en 2 secondes. Vas-y, Léna. J'ai juste un petit truc à rebondir, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment réussi à faire et qu'on s'était dit qu'on aimerait faire à la suite de ce travail, c'était un benchmark. Et bien entendu, une base de données, plus exactement qu'un benchmark, et les deux, parce qu'il y en a un qui est plus en profondeur et l'autre qui est au moins qui se tente, qui a un effet de masse, voilà, de volume. Et on s'est même posé la question avec Annabelle et Nicolas de vous proposer, à vous tous, qui êtes là aujourd'hui, et au réseau que vous pouvez avoir autour de vous, si vous voudriez un jour participer à une base de données qui aurait la forme, je ne sais pas trop exactement, mais qui rentrerait peut-être dans les 15 items d'une manière ou d'une autre qu'on a rangé pour continuer à garder une espèce de vague logique quelque part qui permet aux gens de se repérer. Et on pourrait simplement, les uns et les autres, comme ça, rentrer à tel endroit il se passe ça, et ça pourrait être comme intérêt. À tel endroit il se passe ça. Évidemment que ça serait un travail de fou à manager. Évidemment qu'on ne va pas le faire, on va pas continuer toute notre vie. Encore que qui peut te donner l'avenir à investir sur le monde d'après comme ça pour le jeu de la princesse, mais on aimerait bien nous en fait avoir un peu comment dire, de moyens pour tu vois, et en rebondissant sur ce que dit Christophe, je ne connais pas mais je suis ravie de le rencontrer aujourd'hui, je me dis que si nous on crée déjà un embryon de collectif au service de ce monde d'après en tant qu'acteur, soit dans les collectivités, soit en tant que prestataire, enfin disons professionnel grosso modo de ce domaine-là. Si on crée un collectif, nous, et en disant, nous collectifs, moi qui travaille à la MEL, moi qui travaille à Attel, moi qui donne un peu de temps, moi qui a tel lien avec telle personne, je décide de construire une base de données
ou un benchmark ou les deux qui peut, comment dire, infuser, diffuser, donner des idées, polliniser l'évolution vers le monde d'après. Par exemple, moi, je serais ravie d'avoir le temps d'aller investiguer ce qui se passe à Montréal. Pour la petite histoire, un des membres du collectif est à cheval France-Canada. Donc voilà, il n'est pas là aujourd'hui, mais on aimerait bien lui faire intervenir sur ce genre de choses. Voilà. Ou en tout cas, ceux qui connaissent pourraient nous en parler. Bref, est-ce que ça vous dirait, comme ça, en théorie, si on arrivait un jour à développer les moyens pour le faire, de contribuer à quelque chose comme ça? J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est une idée qui a un sens. Oui, ça a un sens comme proposition. On voit des initiatives qui pointent maintenant en France, comme l'ADEME avec la Fabrique des mobilités, qui a commencé à faire un appel à commun. Alors, il y a quelques petits problèmes, l'appel à commun, dans le sens où il est un peu trop open source. Donc, ça pose un gros problème tout de même pour les acteurs qui ne sont pas si forts que ça. Et c'est une énorme opportunité pour les acteurs qui sont en position dominante. Donc, c'est un peu embêtant. Mais dans cette logique de commun, ce serait logique qu'il y ait un peu de moyens collectifs qui soient mis et qu'il y ait une fédération d'acteurs pour, à un moment, faire effectivement une documentation professionnelle de tout ce qui se fait, plutôt que d'avoir tous ces catalogues qu'on a actuellement. On a vu avec le circuit court la démultiplication par 1000 des plateformes qui chacune sont en silo. Et puis, on verra demain la multiplication par 1000 des bases de données de consultants, etc., sur des initiatives, de livres qui sortent, etc., alors que ça devrait être justement un bien commun. Donc, moi, je trouve que c'est complètement pertinent comme analyse. Maintenant, seulement, tout le monde ne peut pas travailler effectivement en permanence pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, je le vis personnellement, donc je suis super concerné par ce sujet-là. Mais c'est peut-être un moyen aussi de poser cette question en venant aussi avec une proposition de méthode, poser cette question de comment est-ce qu'à un moment un collectif de professionnels est en capacité de produire une base de données vivante entre des gens qui viennent du public, des gens qui viennent du privé, des gens qui viennent de l'associatif, de l'ESS, etc., de la recherche. Le résilience alimentaire a montré à quel point cette approche-là peut être efficace. Là, c'est venu des laboratoires dans le domaine de l'alimentation, circuit court, l'alimentation bio, etc. Ils ont produit un travail avant et pendant le confinement qui était gigantesque. Je pense que ces travaux-là, ils sont vraiment d'utilité publique et ils devraient être soutenus. Donc, on peut faire la proposition. Puis autrement, en interne, échanger effectivement, mais sans être naïf par rapport à ce qui se passe tout autour, où finalement, il y a des acteurs qui s'en nourrissent et font payer leur référentiel très cher. Et il y a Léna qui parle, puis après, on passera la parole juste après Léna à Laurent, qui a levé la main. Il faut peut-être commencer quelque part. On a tous dans nos liens 1 ou 2 maîtres d'ouvrage, dont un par exemple est ici avec nous aujourd'hui, au moins un peu plus éclairé que les autres. Il faut bien commencer quelque part, c'est-à-dire si quelqu'un peut aider à soutenir ce type d'initiative, en tout cas moi, parce que c'est finalement les seuls acteurs que je connais bien. Annabelle et Nicolas connaissent aussi beaucoup des acteurs qui sont dans une sphère plus intermédiaire, comme La Poste, etc., dont on imagine que peut-être elles peuvent aussi contribuer, tu vois, à ce genre de choses, ou la Banque des Territoires, etc. Mais peut-être que si on arrive avec l'idée de fédérer cette base de données, de comment faire le monde d'après, en quelque sorte, sur ces thématiques-là, on peut peut-être obtenir un financement, mais c'est un sacré boulot de s'y coller et essayer de trouver le fil du début, du quart, enfin, toutes les idées sont bonnes à prendre. On peut peut-être déjà commencer un fil de réflexion sur comment s'y prendre. Mais nous, on fait des programmes sous forme de commun. On en a initié plusieurs.
Je pense que cette logique de faire des programmes sous forme de commun, ça permet de se dire il y a un commun qui est créé par des acteurs et ce commun, il est copropriété des acteurs, ce qui évite le sorte de cannibalisme des dynamiques et le non-investissement dans ces dynamiques. Donc pour le moment, c'est encore la preuve de concept parce que ça sont des processus qui sont longs à installer. Mais c'est quelque chose qui peut être tenté ici, parce qu'il y a une énorme valeur. Les gens sur le territoire cherchent des solutions. Donc, effectivement, même dans une dizaine de têtes, on a une quantité incroyable de solutions quand on travaille sur ces sujets. La seule chose, c'est il ne faut pas qu'on arrive à un cannibalisme où on le donne. Et puis, il y a en fait 5 années ou 10 années d'efforts qui sont non valorisés. Donc, d'où l'intérêt de le faire sous forme d'un programme qui est un commun avec adhésion à ce commun pour avoir l'information et qui est en fait une adhésion en participation. C'est pour le temps que les gens vont passer simplement à mettre l'information ensemble, c'est tout. On garde ça dans... Oui. Non, mais parce que vas-y, Élodie, après il y avait Laurent qui voulait parler, c'est pour ça qu'il voulait réagir. Non, mais pour que ça prenne, parce que oui, en effet, c'est énormément de temps. L'idée est super, le partage des informations en open source sans trop en divulguer, mais un format qui fonctionne bien pour récolter un maximum d'idées, comme on vient de le faire ici en l'espace de 3/4 d'heure, c'est les hackathons. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que déjà en 48 heures, on peut voir ce qui se passe et ça ne nous a pas pris plus de temps. Et normalement, on n'est pas censé le préparer en amont, on est censé… s'il y a quand même de la préparation, mais voilà, vous avez compris. Et ça, on voit si en 48 heures, ça fonctionne ou pas déjà. Voilà. Pardon. On va se préparer pour le hackathon 48 heures. Là. C'est pour bientôt. Et là, on passe la parole à Laurent, qui attendait depuis tout à l'heure. J'étais hyper patient, vous avez vu? Ouais, j'ai vu, t'as pas bougé, c'était nickel. Non, je voulais juste dire que par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a quand même l'initiative de Bleu Blanc Zèbre qui était assez similaire en fait, parce que l'idée c'était quand même d'aller glaner des projets qu'on pourrait redéployer sur d'autres territoires en fonction des problématiques rencontrées. Donc je sais pas trop où ils en sont. Je sais qu'ils ont déposé un projet il y a un petit moment justement pour essayer d'optimiser les relations, on va dire, faire ces nouveaux métiers dans les territoires qui manquent pas mal. Et moi, c'est là-dessus que je trouve intéressant toujours d'avoir une base de données. Puis on en avait échangé avec Nicolas, justement, de se dire, mais attends, il y a des trucs mortels qui existent à droite, à gauche. Mais pour moi, il y a un message aussi à faire passer derrière de plaidoyer où je trouve qu'il manque encore trop ces métiers, en fait. Et aujourd'hui, ça a des avantages les territoires. C'est-à-dire qu'en fait, on a des richesses de dingue. C'est-à-dire qu'on a des richesses sur des entreprises, des collectifs qui se mettent sur la RSE, puis on en a d'autres qui se mettent sur la tech, les entreprises du service numérique, et puis on a des assos transversales, et puis d'autres spécialisés, spécialisés dans des quartiers ou dans du rural, etc. Et en fait, chacun se sent un petit peu, je ne sais pas trop comment dire ça, en fait, je trouve que les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et qu'en fait, si demain, on veut inventer des vraies réponses, en fait, sur les territoires qui répondent à la question de l'isolement social qui a été renforcé par exemple, de se dire mais oui, mais ce ne sera pas que tel asso ou que telle application ou que je sais pas trop, ou tel service du CCAS ou dis non, en fait c'est tous ensemble, sauf que du coup aujourd'hui pour avoir fait un gros taf là-dessus là en début d'année, il y a beaucoup d'obstacles à ça en fait, de temps, de fragilité, de sentiment de mise en concurrence, de légitimité, il y a tout un tas de trucs. Et en fait, à un moment donné, moi, en tout cas, ma déduction de tout ça, c'est que mon analyse, c'est que soit on a des collectivités qui portent ça et qui intègrent ces services d'une manière ou d'une autre, soit en prestat, soit en interne, et qui reconnaissent que… Parce que ça répond à quelques questions, les questions que vous avez posées au début pour moi, c'est les nouvelles formes de solidarité, les nouveaux espaces d'échange, etc. Il y a des trucs qu'il faut réinventer peut-être, mais surtout, il y a plein de trucs qui existent en fait et qui sont absolument pas exploités. Et en fait, il faut qu'on arrive à mettre un peu d'huile dans les rouages pour qu'ils s'enclenchent et qu'on ait parce qu'il y a des… C'est pareil sur…
parfois, on veut réinventer des choses et je suis le premier des fois à vouloir le faire. Je dis, calme-toi, Laurent. Il y a des gens, c'est leur taf tous les jours de toute l'année, de plusieurs dizaines d'années là. Et en fait, ils ont imaginé aussi des centaines de trucs. Du coup, est-ce que l'objectif, il est d'aller réimaginer le 101e truc ou justement de devenir être cet acteur de l'ombre, en fait, de ce leader qui pousse un peu, peut-être avec de la méthodo, peut-être avec des visions. Je trouve que ça manque vachement, à un moment donné, de vision pour fédérer les acteurs et de se dire, bah voilà, en fait, moi, je vous proposais d'être dans ce sens-là et qu'on y aille tous ensemble, quoi. Au lieu d'être sur du coworking d'acteurs, on est sur un co-œuvrage. Bon, bah ouais, c'est pas la même chose. Enfin, voilà. Merci Laurent. Non, mais ça fait complètement écho à ce que disait Christophe sur justement l'ingénierie de la coopération, la posture. Et effectivement, et par rapport à Bleu Blanc Zob, il y avait quelque chose où il y avait beaucoup de solutions. Mais après, c'est l'ingénierie pour comment ça se met en place sur un territoire, comment la coopération, parce qu'en fait, tu peux avoir les solutions, mais après, c'est comment tu les mets en œuvre et comment tu les mets en musique par rapport à un territoire donné, qui font que X acteurs ensemble vont visualiser quelque chose de commun, trouver un récit commun dans lequel chacun a bien son rôle, et derrière, met en place quelque chose d'efficace sur 1, 2, 3, 4 ans. Et oui, il y a une logique de comment tu facilites la coopération. Enfin, parce qu'il y a ceux qui savent faire, comme tu dis, c'est leur métier. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus là pour créer le cadre pour que la coopération se fasse. Mais c'est vraiment ça l'enjeu. Et même par rapport à notre réflexion rapide sur le benchmark, enfin, sur ce que ça pourrait être, moi aussi, je me dis, des benchmarks, j'en ai fait aussi dans mon monde de consultant d'avant où je faisais plein de gros slides, diaporamas. Souvent, ils ne sont pas opérationnels, les benchmarks. C'est-à-dire que je peux présenter le meilleur des benchmarks, mais c'est après, comment dans le benchmark, tu mets aussi l'ingénierie pour que, en fait, tu veux faire comprendre quelque chose par le benchmark, qui est un changement de posture, un changement de manière de faire, et après, en fait, ça t'embarque des acteurs devant. Donc, et je regarde, Ivan, justement, réagit sur le benchmark dans le chat, je n'avais pas vu. Un benchmark a l'avantage d'ouvrir les possibles. Ouais, c'est ça. Et les solutions. Et c'est pas plug and play. Donc, en fait, c'est les deux qu'il faut. C'est le benchmark qui donne envie. Et derrière, une ingénierie de coopération, de mise en action, de récit qui fait que les gens vont faire. Enfin, c'est ça un petit peu le… Et si je peux compléter hyper rapidement, c'est aussi qu'il y a pour moi un besoin de faire émerger des dispositifs des territoires pour répondre à des problématiques à un moment donné localisées, pour éviter aussi d'avoir ces espèces de dispositifs nationaux, d'appels à projets nationaux qui finissent par débarquer et parfois du coup ça ne matche pas parce que les acteurs locaux ne comprennent pas comment d'autres acteurs arrivent, mais en fait ces acteurs arrivent parce qu'il n'y a pas suffisamment de coopération non plus. Mais la force pour moi elle serait là en fait, c'est de dire mais non, mais en fait venez, on se met ensemble, on invente un truc. Je sais pas si je suis hyper clair là-dessus, ça va? Si, c'est de ce côté aussi. Repartir du local, quoi. Enfin, avec… Ouais, c'est ça. Et oui, ouais, tout à fait. Merci. On est bien parti, on aurait pu continuer, on aurait pu parler. Mais je vois qu'il est 45, que certaines personnes nous ont déjà quittés. Donc peut-être, je sais pas, Annabelle, si tu veux qu'on… Elena, qui est là aussi. Peut-être qu'on conclut sur ce que nous, d'entrée, on pensait être un premier webinaire sur le monde d'après, mais peut-être contrairement aux autres, peut-être qu'il va y avoir une série de webinaires sur ce monde d'après parce qu'il y a tellement de sujets, il y a plein de choses là qu'on a évoquées. En fait, peut-être qu'on va voir comment ça se passe par la suite, mais on aimerait peut-être tirer un fil sur ce qu'on a commencé à discuter ensemble pour être dans cette logique de webinaire un peu participatif et peut-être pour construire quelque chose avec ceux qui étaient là aujourd'hui, les autres qui viendraient demain, mais pour pas juste se saisir des constats, des yaka faucons, parce qu'il y en avait pas mal quand même sur les plateformes, mais voir comment on peut derrière essayer de cheminer ensemble. Voilà, donc je laisse Annabelle et Léna poursuivre, enfin conclure. Mais en tout cas, j'étais ravi. Cet échange, c'était un autre format, c'était sympa, différent. Moi aussi, je ne vous ai pas tous vus, même si le ton de vos voix avait l'air sympa pendant que j'étais en train de tout écrire. Et en tout cas, ça donne envie d'être dans le monde de demain. Ce serait chouette que
Alors, pour certains, ça a commencé il y a 3 ans. Pour d'autres, on attend que ça démarre et on a envie que ça se généralise. Mais du coup, je resterai pratico-pratique dans cette conclusion. Si jamais vous avez envie de recevoir le début des slides qu'on a partagé avec vous, on n'a pas le mail de tout le monde. Donc, si vous voulez bien le mettre dans le chat, comme ça, on pourra vous l'envoyer. Et comme le disait Nicolas, c'est peut-être le premier webinaire d'une série, longue, je ne sais pas, mais d'une série, ou de futurs hackathons, qui sait. Du coup, si vous avez aussi des envies sur les prochains thèmes, peut-être que la nature est plus, ou l'environnement est plus proche de vos sujets, ou la démocratie participative, ou etc. C'est des sujets qui ressortent. Donc, ne serait-ce qu'avec la rosace qui a été présentée par Léna et qui fait partie des slides qu'on vous enverra, vous n'hésitez pas aussi à nous contacter pour nous dire si le prochain il pouvait être sur tel sujet, moi ça m'intéresserait. Voilà. Et merci surtout d'avoir participé. Merci, ouais. Moi, ce que je me dis, c'est que les ramifications du travail qu'on a fait sont assez un peu vertigineuses. Et je me rends compte que même ce premier thème, on a plus que effleuré, qu'il y en a 14 derrière, une forme d'organisation pour agir. Ça, c'est quelque chose qu'on a effleuré aussi, mais qui a effectivement plein de façons de s'y prendre. Et ça, par contre, en quelque sorte, ce webinaire est notre façon à nous, et tout le travail qu'on a fait avant pour arriver là, d'avoir agi jusqu'à présent. Mais que si ça reste entre nous 15 ou nous 12 qui étions là, c'était vachement sympa à faire et tout, mais finalement, ça n'aura rien donné. Donc, moi, je serais extrêmement j'aimerais bien qu'on arrive à en faire quelque chose de ce machin-là. Donc, j'aurais bien envie de commencer, avant de faire le prochain webinaire, par un petit questionnaire, par un petit sondage qu'on vous enverrait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, et ce que tu en penses, Annabelle, qui est « What next ?» What next au singulier ou au pluriel, bien sûr. Quoi après ce premier moment d'échange entre nous? Quelles pourraient être les méthodes les plus efficaces pour faire avancer la diffusion de cette réflexion, et donc des actions derrière qui peuvent être engagées pour évoluer sur le fond et sur la forme dans les territoires. Voilà. Et on mettrait évidemment un certain nombre d'idées qu'on aura eu nous trois dans le What Next, à charge pour les uns et les autres autour de cet écran aujourd'hui, de rajouter les leurs. Et puis peut-être que si on se met tous à voter au moins sur une de ces choses-là, on pourrait peut-être l'engager, j'en sais rien. C'est une idée. Donc, affaire à suivre. Donc, ça, on pourra justement le proposer via, comme d'habitude, on envoie un petit mail après à tous ceux qui ont participé avec les 11 diapos, et puis on pourra intégrer ce petit questionnaire ou ces questions qu'on se pose pour voir comment le monde d'après devient un bout de réalité, ou comment on avance en tout cas sur ces sujets. Comment on tire le fil pas à pas. Merci beaucoup. Merci à tous d'être restés un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est passionnant, c'est normal. On a tous envie de rester. Bon après-midi et à très bientôt autour de discussions, de café, de projets. Merci. Allez, merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.